Et donc Anne-Laure Bonvalot va maintenant présenter sa communication sur justice environnementale et justice poétique dans quelques fictions écoféministes des Suds. Et Anne-Laure vient de l'Université de Montpellier, Nîmes. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Alors, en guise d'introduction, je vais tenter ici d'abord de clarifier un des concepts de mon titre, qui n'est ni celui de justice environnementale, ni celui d'écoféminisme, qui ont été amplement définis ce matin et cet après-midi, mais plutôt la notion de justice poétique que j'évoque donc dans mon titre. Donc, je vais rapidement vous éclairer, enfin élucider un peu ce terme, et puis voir dans quelle mesure il est vertueux et opératoire à l'intérieur du corpus qui est le mien. Donc la justice poétique, très rapidement, autrement appelée, en tout cas lorsqu'elle n'est justice immanente, elle apparaît pour la première fois à la fin du XVIIe siècle sous la plume d'un théoricien de la littérature anglais qui donc emploie le premier cette formule de poetic justice pour décrire comment il convient qu'une œuvre littéraire en particulier, suggère à son public un comportement de bonne moralité, donc comment le système de l'œuvre doit, disons, être construit afin d'illustrer le triomphe du bien sur le mal. Donc c'est une formule novatrice à l'époque, qui pourtant, donc si la formule est novatrice, elle ne fait toutefois qu'exprimer en réalité une préoccupation constante qui parcourt la littérature classique, l'œuvre des auteurs classiques, donc qui affirme en substance finalement que la justice poétique est une fonction nodale des œuvres de fiction, une prérogative à la fois morale et axiologique qui viendrait en quelque sorte légitimer sur le plan moral et normatif l'existence des œuvres de fiction dans les communautés humaines. Donc je fais un grand saut temporel à dessein, parce que je n'ai pas forcément le temps, mais c'est une catégorie donc, qui a pu par la suite être largement battue en brèche, notamment par, je vais le dire pour le dire très largement, le courant structuraliste et toutes ses ramifications, toutes ses incarnations, ses versions, dont l'influence bien sûr est majeure en Occident. Cette notion donc va tendre, disons, à être déconsidérée, puisque le soupçon est quelque peu jeté sur toute forme d'interprétation qui tend à comprendre les textes littéraires au prisme de l'axiologie ou à l'aune de critères, disons, normatifs ou moraux. Donc dans ce paysage que je dépeins à dessein de manière un peu large, cette notion de justice poétique, qu'elle soit ou non thématisée comme telle, dans les écrits auxquels je me réfère, elle a pu se voir donc largement déconsidérée, être considérée quand elle est considérée comme tantôt poussiéreuse, anachronique, à rebours, surannée. Mais pourtant, vers la fin des années 90, au début des années 2000, on voit que cette formule, cette notion revient sur le devant de la scène, et en particulier sur le devant de la scène philosophique. Et là, je pense notamment aux travaux de la philosophe états-unienne Martha Nussbaum, qui a repris cette notion, qui l'a redéfinie, qui l'a redynamisée. Elle la reprend d'ailleurs à Walt Whitman, le poète américain. Elle la reprend, Martha Nussbaum, en l'articulant, disons, sur une anthropologie extrêmement incarnée et extrêmement corporalisée dans le courant donc, qui est le sien de Law and Literature, qui s'oppose au courant de Chicago également, Law and Economics. Martha Nussbaum donc, est une philosophe spécialiste de philosophie morale, de philosophie politique également, et qui s'occupe et qui est également professeure de droit. Donc c'est pour ça que mon entrée dans cette matière est le concept de justice poétique, puisque Martha Nussbaum, dans sa pratique et dans ses travaux, entreprend précisément d'articuler les notions d'imagination littéraire et le domaine juridique à l'aune, comme je le disais, d'une entrée, disons, morale, axiologique et normative. Et donc, le travail de Martha Nussbaum, même s'il est polémique et même si moi-même je ne m'inscris pas tout à fait dans son sillage théorique, il est intéressant donc parce que, en particulier à mes yeux en tout cas, parce que ce que Nussbaum voit d'articulable et de commun au travail, disons, juridique et à la pratique littéraire, c'est une même attention portée au particulier, au singulier, et selon elle, les textes littéraires, s'ils ont une vertu, s'ils sont précieux, s'ils ont une spécificité, c'est dans la mesure où ils constituent une forme de premier corpus, exemplaire, disons, premier corpus au monde, en termes d'imagination morale. Là, je reprends les termes d'une philosophe française qui s'appelle Solange Chavel, et donc de travail, d'attention portée, disons, à la manière dont les circonstances particulières, dont les contextes, donc des choses extrêmement concrètes, les contextes particuliers viennent mettre en conflit et viennent en quelque sorte dénaturaliser les grands principes et les grandes valeurs, disons, universelles, universalistes. Donc on aurait cette idée, selon elle, une racine peut-être commune, en tout cas ce n'est pas une racine, ce serait une
une forme de convergence entre eux, donc à l'intérieur de ce mouvement de singularisation, contextualisation, concrétisation, territorialisation. Enfin, il y a énormément de lectures qui sont faites de l'œuvre de Nussbaum, hein, des notions dites universelles, en tout cas de notions abstraites, qui rendent donc au niveau, en tout cas idéal, hein, idéalement donc solidaire, pratique juridique et pratique littéraire dans ce mouvement qui consiste, qui consiste à se mettre à la place d'autrui. C'est le propre donc de cette notion d'imagination morale. Donc sans rentrer dans les débats et dans les polémiques qui a pu nourrir la thèse de Martha Nussbaum. Je vais quand même citer les polémiques rapidement qu'elle a pu susciter. On a parlé beaucoup d'instrumentalisation des corpus littéraires par le domaine juridique dans le travail de Nussbaum. Hein, beaucoup lui ont reproché ce biais. Également d'une réduction de la littérature au statut, disons, ou au rang de réservoir de la subtilité des sentiments moraux, où le juriste pourrait venir puiser. C'est vrai que moi, c'est quelque chose que j'objecterais peut-être à sa théorie. Faire également de la littérature, disons, un corpus en forme d'archive de l'exemplaire, d'universaliser, de naturaliser aussi le consensus démocratique, puisqu'il s'agit de puiser dans la littérature de bons sentiments moraux en vue d'un consensus idéal, en tant que télos de l'humanité. Enfin, il y a un certain nombre de reproches qui sont adressés à sa pensée. Mais pour ma part, malgré tout, il m'a paru intéressant sur le plan heuristique de lire à l'aune, peut-être en tout cas, d'une telle catégorie, donc de justice poétique, un corpus de texte qui, pour sa part, vient thématiser une autre forme de justice. Hein, donc sur le plan thématique, ce sont tous, je vais citer mon corpus un petit peu plus tard, des textes qui prennent en charge, au niveau narratif, thématique, poétique, ces questions de justice et surtout d'injustice environnementale, qui sont toujours intrinsèquement liés justement à une réflexion et un discours même écoféministe. Donc en général, lorsque je dis ça, c'est parce que dans ces textes, on voit donc dans ce corpus un abord de manière conjointe et simultanée, intriquée, inextricable, des questions de production d'inégalités environnementales, d'inégalités écologiques, de violences écologiques, avec la production évidemment d'inégalités de genre. Donc c'est le biais qui en général est mis en avant, mais qui n'est jamais séparé, bien sûr, d'inégalités de race, de classe, d'ethnie, etc. Donc cette justice poétique à l'intérieur de ce corpus, on peut voir que déjà, elle n'est plus tellement synonyme de justice immanente, puisque l'entreprise, même si le critère d'intentionnalité est souvent battu en brèche, au contraire, en tout cas souvent l'intentionnalité, les déclarations d'intention de certains auteurs, il y a ici une composante transitive à l'exercice de cette justice littéraire. Donc ce corpus, personnellement, je ne propose pas de le lire de manière, selon une logique d'axiologisation systématique ou de moralisation systématique de ces textes et des catégories qu'ils font émerger, ni à l'aune non plus d'une recherche immanente de renforcement du consensus, comme le fait parfois Nussbaum, mais plutôt en tant que ce corpus donc vient déployer, en les historicisant, en les pluralisant, en les circonstancialisant, pour continuer cette métaphore de Nussbaum, un certain nombre de pratiques de prédation et un certain nombre de souffrances qu'on pourrait peut-être appeler patrimoniales, ce serait une entrée possible. Et puis, ces pratiques de prédation accumulative et prédatrice font face donc à un certain nombre de pratiques de résistance qui sont signifiées en termes d'écologisme populaire, par exemple, en termes de résistance politique. Et ce qui est frappant à l'intérieur de ces textes, c'est qu'on voit émerger toute une batterie, disons, de catégories qui sont proprement juridiques ou qui ont partie liée, en tout cas, avec ce vocabulaire. Les notions, par exemple, de dette écologique, les notions de préjudice écologique, de tort porté, de crime écologique ou d'écocide, par exemple, face également aux figures. On a également les figures de réfugiés climatiques, de victimes écologiques, mais également, et c'est intéressant, c'est pour ça que la justice poétique m'a intéressée, parce qu'il y a également la recherche ou l'envisagement au sens de rendre concret le coupable du crime écologique, qui est donc hyper envisagé dans ces textes-là. Donc on peut dire que ce corpus que je vais maintenant rapidement vous évoquer, vous détailler, c'est d'abord une tentative, je crois, de formalisation d'un certain nombre de cas particuliers, dont ce corpus donc semble une manière de répertoire concret et qu'on pourrait lire, si on prenait un biais un peu nussbaumien, comme une archive ou une mémoire, si vous voulez, stratifiée du tort environnemental porté.
En tout cas, c'est un corpus qui se compose principalement de littérature narrative venue d'Afrique occidentale. J'ai dit les Suds parce que je travaille aussi par ailleurs parfois sur des productions latino-américaines, voire du sud de l'Europe. Ici, je vais me limiter à des productions africaines, entre guillemets. Et puis, donc, il y a une majorité de romans et puis aussi une nouvelle. Donc, ces romans sont Petroleum de Bessora, qui est ici présente et que je citerai du coup en priorité pour lui rendre hommage. Il y a également un roman qui s'appelle Predadores, donc Prédateur, pardon, il n'est pas traduit, un roman angolais de l'angolais, donc Pepe Terla, qui est assez connu, un roman qui s'appelle Les Transparences, celui-là est traduit Os Transparentes, Don Jackie, qui est aussi un écrivain angolais. Ce sont tous des romans des années 2000. Un roman qui s'appelle aussi Congoiense 2015, un roman de RDC. Et puis, un peu plus en avant dans le temps, un roman de Guinée équatoriale, donc qui est écrit en espagnol de 85, qui s'appelle Ecomo, et dont l'histoire littéraire fait généralement un peu le premier roman équato-guinéen, et aussi le premier roman, alors soit écologique, soit féministe, mais vu comment sont intriquées les catégories à l'intérieur de ce roman, on pourrait dire peut-être écoféministe, de Guinée équatoriale. Et puis, en termes de nouvelles, la nouvelle d'une Nigériane qui s'appelle Chinelo Okparanta, et qui est à la fois militante écologiste et militante lesbienne. Donc c'est intéressant de voir formaliser les choses de manière extrêmement intriquée à l'intérieur de sa nouvelle. C'est pour ça que je l'ai ajouté au corpus. J'ai travaillé sur sa traduction qui vient de paraître chez Ulma. Je voudrais faire une petite précision par rapport à la place, la réception d'abord de ce qu'est l'éco-critique en Afrique, en particulier ici donc en Afrique occidentale, à l'intérieur de l'académie en tout cas. Certains critiques occidentaux et occidentales s'étonnent parfois du peu de chaleur, voire de la fraîcheur, du manque d'engouement, d'enthousiasme, bon, c'est à peu près cette idée, du soupçon, de la réticence, enfin c'est tout ça, donc de l'éco-critique en Afrique. Certains critiques, pour ne pas les citer, Jan Hockman, justifient même la non-réception de cette éco-critique par le fait qu'engager dans des combats, je cite à peine, par le fait qu'engager dans des combats prioritaires, donc des combats plus sociaux, disons, les auteurs africains auraient moins de temps à consacrer donc, à l'environnement. Et on peut voir dans son propos que du coup l'écologie est réduite au rang de loisir, pratiqué par des gens qui finalement n'ont pas de préoccupations importantes. Enfin, je caricature pas, c'est presque la lettre. Et puis, en même temps, ce critique fait, et il n'est pas le seul, en creux de la pensée de l'environnement et de la nature, l'apanage finalement historique de l'Occident, ce qui ne va quand même pas de soi. D'autres critiques comme Yayo Mensakoto, moi je suis plutôt dans ce sillage épistémologique-là, tend plutôt à imputer ce refus plutôt à une forme de méfiance par rapport au fait que l'éco-critique est arrivée au début d'une manière, disons, importée et non traduite. Donc Mensakoto, lui, insiste sur la nécessité de traduction culturelle, il reprend la catégorie à Butler, d'ailleurs c'est intéressant, de traduction culturelle de cette éco-critique à l'intérieur des espaces africains, que ce soit l'académie ou que ce soit la littérature comme pratique de fiction ou de non-fiction, mais non académique. Et pourtant, ce qu'on peut objecter à ce constat donc d'une réticence ou d'une absence de la thématique environnementale, c'est qu'en lisant les textes, on peut voir donc, par le corpus que je cite là, mais qui n'est évidemment pas exhaustif, qu'il y a une place accordée qui est très très importante à ces thématiques-là. C'est une évidence, mais je le rappelle parce que dans la critique, c'est pas toujours loin de là dit comme ça. Donc en fait, une prégnance, une nodalité de ces thèmes-là à l'intérieur de ça. Et on peut dire que par la place accordée dans ces textes-là, à la fois au récit et au particulier, ces textes donc, qui viennent thématiser de manière conjointe justice environnementale et écoféminisme, on peut les articuler sur le mouvement de common law, dont Nussbaum aussi fait partie, donc c'est-à-dire ce mouvement qui tend à penser littérature et juridique selon une anthropologie non néolibérale, pour employer des catégories de manière un peu rapide, mais c'est un peu cette idée d'incarner, de corporaliser, de matérialiser les torts. Alors, à l'intérieur de ce corpus, j'ai essayé de sérier un peu les modalités d'inscription de cette thématique, justice poétique et écoféminisme. Quels sont les tropes, quelles sont les scènes, souvent ce sont des scènes de crime, donc c'est intéressant de voir comment est remotivée une certaine littérature politico-juridique, par exemple le polar, avec la recherche d'un coupable, de la scène de crime, on retrouve ça en particulier chez Bessora, on retrouve ça dans la plupart de ces textes-là. D'abord un premier trope, si l'on veut, un premier
thèmes qui traversent ce corpus. C'est d'abord, je crois, la thématique croisée, la poétique plutôt, hein, c'est une construction du corps et du territoire subalternisé. Donc les deux lieux ne sont évidemment pas pensés de manière naturaliste, dualiste, séparée, mais au contraire, à l'intérieur d'une pensée qu'on peut dire systémique, hein, au sein de ce que j'ai appelé par ailleurs des récits de l'empreinte. Alors comment ça fonctionne, ça rapidement? Un premier constat à la lecture de ce corpus, enfin moi en tout cas ce que ça m'a inspiré, c'est donc ce que je vous dis, l'émergence d'une pensée d'une pensée interconnectée, d'une pensée imbriquée du corps et du territoire subalternisé. Donc subalternisé, je le dis comme ça pour pouvoir englober un certain nombre de dominations, hein, qui amènent à réfléchir aux usages coloniaux et même décoloniaux de l'espace, en particulier du territoire et de l'environnement. Donc on retrouve, on peut dire dans ces textes, une des constantes, c'est qu'on retrouve moins en réalité une forme d'essentialisme positif. Alors ça c'est l'Académie occidentale qui en général a tendance à reprocher à ce genre de corpus justement la construction, hein, d'un lien comme ça évident entre femmes et la nature, les tropes de féminisation de la terre. Donc ce sont des choses qui existent, mais je trouve qu'on les reproche de manière un peu légère et un peu systématique à un certain écoféminisme méridional, hein, qui reviendrait donc à accréditer une forme de maternalisme, hein, presque politique et écologique, voire un nouveau patriarcat qui confinerait les femmes dans un rôle de care ou de special care. Donc ici, en réalité, à mon avis, on n'a pas tellement affaire à cette fixation de ce lien positif en forme d'idéalisation, pas du tout, mais plutôt parfois à une disjonction, ou en tout cas une compénétration, ça dépend des textes, hein, sous l'égide de la notion d'empreinte qui vient toujours symboliser et matérialiser le tort porté, disons. Donc dans le roman Écomo, qui est le roman équato-guinéen, c'est un roman de 85, hein, donc qui n'est pas tout jeune non plus, mais par exemple la nature, c'est un roman de la forêt équatoriale, c'est pour le dire rapidement, la nature est présentée comme une instance qui est absolument indifférente, hein, à la souffrance humaine et qui n'est pas du tout, il n'y a aucun lien d'essentialisme entre la narratrice, Ganga, qui est une femme, hein, et puis cette forêt qui est complètement dans un lien d'incommunication absolue avec cette narratrice. Et on a plutôt une autre forme de tort porté, incorporé, qui existe dans ce texte-là, c'est la maladie, hein, du personnage principal qui va voir son pied se gangréner petit à petit et puis être le lieu de l'échec, hein, à la fois des médecines traditionnelles, à la fois des médecins coloniaux. Et donc ce pied, cette maladie, c'est un trope qu'on a souvent dans ces textes-là, hein. On voit le tort porté incorporé qui vient signifier la mort un peu somatique de l'identité, en l'occurrence l'identité Fang, qui est envisagée de manière, disons, racinaire. Et je cite aussi, juste à titre d'exemple, une citation que j'ai prise sur le blog de Bessora, qui dit dans Pétroléum, la nature est l'expression poétique de la souffrance. Donc on n'a pas forcément, hein, comme je dis souvent, ce lien d'essentialisme positif dans ces textes-là, il en va d'autre chose. En revanche, le discours écoféministe, il existe dans la construction, à mon avis, d'un lien négatif. Un lien négatif, ça veut dire quoi? Du coup, c'est par contraste, hein. Il en va, à mon avis, du dessin d'une communauté, de la construction, hein, d'une communauté. Alors ce sont des communautés post-humaines, ou en tout cas d'assemblage d'êtres pas forcément humains, hein, mais communauté d'éléments ou d'êtres victimes de la domination qui est conjointement exercée sur ces collectifs qu'on pourrait dire, hein, subalternes. Donc il s'agit bien sûr des femmes, des territoires, de l'environnement subalternisé. Et dans ces textes, donc, cette communauté de destin, elle est à la fois évidemment raciale, sociale, genrée, spatiale, environnementale. Enfin, il y a un certain nombre de catégories qui ne sont jamais séparées. Et elle est signifiée, ces communautés, elles sont signifiées toujours en termes de victimes, à la fois victimes, donc cette catégorie juridique qui revient beaucoup, et de produits, hein, d'un processus socio-historique, en général signifié comme étant hérité du colonialisme et de la modernité. Donc s'il y avait un coupable, hein, pour revenir toujours dans ces structures d'enquête policière, comme on a par exemple chez Bessora, hein, s'il y avait un coupable, on pourrait en tout cas se tourner de ce côté-là. Et ce que je voulais dire, donc, c'est que plutôt que femme et terre, hein, ce que cette littérature écoféministe lit activement, c'est plutôt donc le colonialisme, patriarcat, anthropocène plutôt, voilà, comme on le disait tout à l'heure, occidentalocène, capitalocène, androcène. Donc on a cette consubstantialité des notions de modernité et de colonialité, et ça c'est quelque chose qui appartient à l'analyse décoloniale et que l'on retrouve, hein, en bonne part figuré de diverses manières à l'intérieur de ce corpus. Donc pour terminer, hein, sur cette idée, corporéisation, territorialisation, toujours conjointe, hein, du tort porté, de l'injustice ou des violences écologiques selon les cas.
Quels sont encore quelques tropes et figures privilégiées de ces littératures? On peut parler d'intensification, par exemple, des processus d'appropriation des ressources, de l'extractivisme, par une oligarchie mondialisée. C'est quelque chose qui revient énormément, qui est souvent analysé d'abord par un biais genré, sexualisé. Je vais vous donner quelques exemples de ça un petit peu plus tard. Des processus d'expropriation, de conflits écoterritoriaux qui conduisent, par exemple, les populations à abandonner leur territoire d'origine. Escobar, qui est un décolonial latino-américain, parle de géographie de la terreur. On retrouve ces tropes-là à l'intérieur et ces thèmes-là à l'intérieur de Scorpus. Des faits destructeurs également du changement climatique, avec la notion de victime, réfugié climatique, ça on l'a beaucoup, qui conduit donc à considérer l'entrée dans l'Anthropocène d'une manière extrêmement critique. Et puis la multitude des formes du racisme environnemental, et cette notion, elle est par définition imbriquée, intersectionnelle, qui vient renforcer l'exploitation à la fois de la terre, des gens et de leur environnement. Donc on a par exemple chez Bessora dans Pétroléum, je vais citer, par le biais d'une métaphore filée justement des strates géologiques, des argiles et des huiles, puisqu'on est dans un contexte d'exploration, d'exploitation du pétrole au Gabon. On a une métaphore aussi qui est filée et explicite de la répartition de la société et de la hiérarchie et de la subalternité. Je cite pour illustrer ce que je dis, car si les travailleurs du pétrole sont répartis dans des argiles supérieures, intermédiaires et inférieures, elles se dédouble encore selon un critère d'origine. L'argile d'importation doit être distinguée de l'argile locale. Le national n'est-il pas à l'expatrié ce qu'était l'indigène au colon? Donc ici, fin de citation, on voit tout à fait ces catégories qui sont mises ensemble de manière extrêmement explicite et savoureuse. Enfin, ça, c'est mon point de vue. Et puis, un autre, dans cette déclinaison des scènes de crimes écologiques, à part la maladie, la racialisation, on a aussi le trope du viol. J'en avais déjà parlé au mois de juin, un petit peu sur le même sujet. On a une virilisation systématique du tort porté dans beaucoup de ces romans-là. Disons, une sémantisation on peut dire masculiniste, de la domination et de la pratique extractiviste, qui est toujours signifiée souvent signifiée en termes de domination patriarcale. Et donc la notion de crime, elle est souvent envisagée, sous les traits à la fois du viol et de l'écocide, puisqu'il s'agit souvent d'un viol de la terre, et viol et écocide dont sont, si l'on peut dire, intersectionnellement liés dans ces figures. Par exemple, encore dans Pétroléum, on a à la fois le forage, donc le forage du pétrole dans le sol gabonais, et le forçage de la terre, donc c'est signifié vraiment comme un accouplement forcé, si ce n'est un viol. Donc c'est dans Bessora, on l'a également dans Congo INC, c'est très très prégnant. Donc l'évocation de la sexualité hétérosexuelle à avoir ici de manière très claire avec les modalités d'exploitation, d'expropriation, de privation, de spoliation, prise de possession, disons, racialisée du territoire. On a par exemple les termes de la perforation, les thèmes du jaillissement, les thèmes de la souillure, qui viennent s'entremêler au sein de grandes métaphores filées et qui viennent signifier donc la consubstantialité de cette domination patriarcale, néocoloniale, prédatrice. Je vais citer un exemple de ce que j'avance sur le forçage répété de la terre, par exemple dans Pétroléum. Mais un jour, la roche a tari. Plus de pétrole à téter, les seins de la terre lui tombent sur les genoux, des gants de toilette tout flasques. Elf a été un époux vorace, passionnément amoureux des tétons négro-humains. Depuis 10 ans, les mauvaises langues disent qu'il va partir. Elle n'a plus de lait, il n'a plus d'érection. Partir, peut-être. En attendant, il a du mal à quitter le domicile colonial. Fin de citation. Donc ça parle pour moi, je ne vais rien rajouter là-dessus. Simplement, dans la nouvelle America, donc de la Nigériane Chinelo Okparanta, comme je le disais tout à l'heure, on retrouve cette idée d'or noir, précisément, à la croisée des différentes dominations, qui est réellement incorporée par les victimes de l'extraction massive du pétrole au Nigeria. Et l'auteur vient lier explicitement cette thématique-là à la condition invisibilisation ou hypervisibilisation des femmes, en particulier des lesbiennes, au Nigeria. On voit l'idée dans America des corps autochtones qui sont la part d'invisible du paysage extractiviste. Alors là, je n'ai pas le temps de m'étendre sur cette question, mais on voit donc une certaine une engeance comme ça de corps engloutis, atteints, affectés, malades, qui sont mis à la marge du paysage, mais qui pourtant en font partie intégrante, et en particulier donc le corps des femmes, et le corps des femmes lesbiennes est aux premières loges dans ce dispositif poétique. Il ne me reste pas beaucoup de temps, je crois, je ne voudrais pas... Non, ça va. Ça va ?
Il ne me reste pas énormément de choses à dire, mais je ne voudrais pas dépasser. Donc, pour résumer cette idée, on voit ici que les lieux qu'on pourrait appeler un peu rapidement peut-être, mais moi c'est quand même ce que ça m'évoque, les lieux du néocolonialisme, même s'il est endo, enfin il se décline selon un certain nombre de préfixes. Donc je pense aux dispositifs de pipelines, à toutes les formes d'intrusion paysagère, à l'érection, et le mot je le choisis à dessein, hein, d'hôtels coloniaux décrépits ou de dispositifs post-naturels d'extraction, de barrages. On a un certain nombre de choses comme ça. Toutes ces érections comme ça justement de dispositifs se trouvent par diverses procédures, donc comme je le disais, personnifiées, sexuées, sexualisées, genrées, afin notamment à mon avis d'en déceler les traces et les survivances dans le présent. Donc c'est peut-être une différence avec l'approche postcoloniale, c'est sur la continuité de la colonialité par exemple du paysage ou de l'exploitation coloniale à l'intérieur des corps, qui n'appartiendraient pas au passé et qui seraient absolument ramifiés et présents aujourd'hui. Encore une fois, je cite Petroleum pour illustrer ce que je viens de dire. Cet hôtel abandonné, sans qu'il sache pourquoi, est l'enfant d'une dictature. L'exubérance de son architecture signe sa naissance. Mais cet hôtel ne connaît pas son père. Il est né à l'embouchure d'une rivière paisible et il lui faut payer des amours qui lui sont étrangères, même s'il en est le fruit. Pillé, violé, souillé et condamné à la décrépitude éternelle. L'immortalité lui est déjà douloureuse. Donc c'est en guise de conclusion de cette petite sous-partie que je voulais citer ça, qui illustre vraiment cette notion, je crois, de colonialité du paysage. Voilà. En dernier lieu, j'aimerais peut-être insister, donc j'ai parlé de privation, on a parlé tout à l'heure de privation des usages de la terre plutôt que dépossession pour peut-être le séparer de cette notion de propriété. Moi j'avais utilisé dépossession, mais pas du tout en articulation sur la notion de propriété, mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu, cette distinction, donc je vais la reprendre à mon compte. On a une dernière chose qui est justement une question qu'on retrouve dans beaucoup d'écrits qui traitent, pour le dire vite, la subalternité, encore une fois, cette question de la privation, de l'usurpation de la parole, et qui n'est pas du tout déliée, et de la langue aussi, parce que là c'est un corpus, mon corpus, c'est quand même un corpus écrit en espagnol, portugais, anglais, donc dans des langues coloniales. Ça apparaît, thématisé à l'intérieur de certains des romans, notamment les romans angolais, on le retrouve beaucoup. Donc il y a souvent dans ces textes-là, par rapport à cette thématisation de l'usurpation de la parole, qui est aussi une usurpation de l'identité dans un sens, je vais l'expliquer tout de suite, mais non soliptique, pour le dire comme ça. On a donc comment dire, une thématisation de ça, de cette prétention, donc une prétention hégémonique, disons à l'universel abstrait, généralisant, qui vient postuler donc l'existence d'un homme au sens anthropos, comme on a dans l'Anthropocène effectivement, un homme transparent. C'est contre cette idée, ces fictions souvent, à mon sens, tendent à venir formaliser l'idée d'une poétique de l'opacité, je vais m'expliquer sur ce terme, et puis aussi d'une forme de puissance ou d'empowerment des subalternes qui sont thématisés, qui apparaissent dans ces textes-là. Donc j'ai parlé d'opacité parce que parfois ces textes, enfin souvent, s'emploient à montrer la part d'opacité qu'il y a précisément dans cet universalisme qui tend à masquer ce qu'il y a d'expériences concrètes et de corps incarnés. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais de Law and Literature contre Law and Economics. Il y a vraiment cette idée d'incarnation de sa propre posture. Parce que si on incarne cette posture universaliste, pour le dire de manière un peu provocatrice, mais qui à mon avis n'est pas si loin de la vérité, c'est quand même l'idée d'un homme blanc hétérosexuel bourgeois. Et lorsqu'on formule une injonction à universaliser son expérience, peut-être qu'on formule une injonction pour les communautés dont on parle à adopter la normativité du point de vue que je viens de citer. Là, c'est clairement du Judith Butler appliqué à mon corpus que je fais. Et justement, la question de Butler que ces textes posent, à mon avis, de manière décentrée, mais tout de même, c'est à qui demande-t-on d'être transparent, à qui s'adresse l'injonction à l'élucidation, à l'hypervisibilité. Et la féministe décoloniale Ouria Bentouami répond de manière systématique aux minorités opprimées auxquelles ces textes viennent de manière explicite en général rendre hommage. Donc on peut dire que contre cette injonction, ces romans, ils fonctionnent comme de véritables entreprises de visibilisation d'identité, d'expérience et de pratique. Alors le terme d'identité, je ne veux pas l'éviter, mais comme je le disais, il n'est pas présent ici en forme d'abord d'hypostase du particulier ou d'éloge du particulier. Ça c'est souvent un reproche qu'on fait à ces textes-là. C'est pas une identité, donc, comme je le disais,
soliptique, coupé, qui viendrait défendre simplement un petit bout de territoire d'une manière déconnectée. Au contraire, les identités sont signifiées et sémantisées dans ces textes comme plutôt le résultat de rapports sociaux, de conflits éco-territoriaux, comme je le disais tout à l'heure. Il y a une question très ancrée et qui s'articule sur quoi? Sur un certain nombre de pratiques de savoir écologique. Je parlais tout à l'heure d'écologisme populaire et de cosmovision qui en général sont criminalisées et privées du droit d'usage, mais aussi du droit d'énonciation sociale. Et les deux sont intrinsèquement liés dans ces textes-là. Donc ces communautés, souvent, sont présentées comme des communautés étant éternellement délocutées, c'est-à-dire toujours déjà dites. Et du coup, la littérature a un problème. Là, c'est Spivak, c'est comment les subalternes peuvent-elles parler. On a un petit peu cette idée-là. C'est des textes qui essayent de se sortir de cette ornière de l'écrivain ou de l'écrivaine comme ventriloque des communautés qu'ils chercheraient à représenter, mais qui parleraient toujours pour eux. Voilà. Et comme le dit Bessora sur son blog également, dans une formule que j'ai beaucoup appréciée, les Africains ont un certain nombre de choses à dire par eux-mêmes, et ce n'est pas forcément à moi de parler pour eux. Donc on retrouve beaucoup cette idée à l'intérieur de ces textes. Et rapidement, sur la notion d'opacité, qui est corrélée à celle dans une dialectique, à celle de transparence, on a beaucoup dans ces textes donc la formalisation de la catégorie de victime et coupable en termes d'empreinte, en termes de, on ne va pas dire bilan écologique, parce que ça irait pas tout à fait dans ces textes-là, mais c'est un peu l'idée, qu'on retrouve notamment dans le roman angolais qui s'appelle Les Transparents, donc de Onjaki. On a l'exemple d'une communauté de gens qui peuplent un immeuble du centre de Luanda, un immeuble qui va être complètement détruit par l'exploitation pétrolière qui touche le centre de la capitale angolaise. Et dans cet immeuble se pratiquent des formes signifiées comme étant vertueuses et ancestrales d'écologisme populaire. Ce titre, donc Les Transparents, fait référence à la fois aux minorités pauvres, racisées, invisibilisées. Il y a toute une réflexion évidemment sur les inégalités sexuelles, etc., mais également donc, à l'invisibilisation et aussi à leur légèreté en termes d'empreinte écologique qui vient contraster, je le disais l'autre jour pendant le workshop sur l'Anthropocène, à la lourdeur insoutenable des dispositifs d'extraction du pétrole, en l'occurrence un post-naturel, comme dit Latour, qui viennent défigurer, éventrer, en l'occurrence la capitale angolaise, mais on pourrait le dire pour le Gabon, on pourrait le dire pour le Nigeria, enfin, c'est un trope qui est complètement qui circule. Donc cette communauté est dépositaire de savoir auquel d'abord cette fiction vient rendre hommage, et dont elle contribue aussi à porter une forme de mémoire, en affrontant à ces mémoires-là une multitude de figures d'experts assez prométhéens, disons, au sein de narrations qu'on pourrait appeler pluritopiques. Je suis ici encore un auteur décolonial latino-américain qui s'appelle Castro Gomez, donc multisitué, disons, qui tente de sortir donc cette narration sur le minoritaire de sa position de ventriloquisme. Et là, je reprends ventriloquisme, je ne sais pas comment on prononce ça, le terme de Spivak. Donc j'en viens à ma conclusion pour dire que rendre la justice poétique pour ces fictions environnementales des Suds, qui viennent thématiser, comme j'ai dit, de manière intriquée les deux termes de notre journée d'aujourd'hui, ça revient en partie, ça revient à rendre à leur contingence, ce qui ne revient pas à dévaloriser, au contraire, mais à revaloriser ces souffrances patrimoniales, pour reprendre votre terme, rendre à la contingence, à l'historicité, à la positionnalité, un certain nombre de valeurs, de processus, de distribution des propriétés, mais aussi des dispositions d'appropriation, des figures, des savoir-faire, par le biais de procédures que l'on pourrait qualifier, je ne sais pas si c'est hyperbolique, mais c'est des procédures de l'hyper. Donc on a par exemple l'hyper-envisagement du coupable, comme je le disais tout à l'heure. Il ne s'agit pas de faire des romans en forme de procès, mais de lire ces romans à la lumière d'un dispositif peut-être juridique qui peut en éclairer un certain nombre de mécanismes. Hyper-envisagement, hyper-positionnalité, hyper-concrétude, hyper-pluralisation énonciative, ou la pensée également non dichotomique, systémique, intersectionnelle, holistique, enfin tous ces termes-là, je les emploie pêle-mêle, mais des expériences écologiques et des injustices qui sont toujours, comme je le disais, à la fois territorialisées et corporalisées, corporéisées. Donc on n'a pas tellement, à mon avis, avec cette notion de justice poétique, ça ne conduit pas nécessairement à lire le corpus de manière toujours hyper morale, comme on le reproche à Nussbaum, hyper moralisante en tout cas, ou hyper utilitariste. Au contraire, il s'agit peut-être de comprendre comment la norme s'inscrit et s'articule à la fois sur le particulier, sans pour autant qu'on soit dans aucune forme de solipsisme, comme c'est souvent reproché. À mon avis, c'est un débat qui finalement ne tient pas à la lecture des textes. Et pour terminer, je souhaiterais dire que la fonction d'archive et d'hommage des cosmovisions subalternisées que cette littérature remplit, elle a donc une fonction mémorielle qui fait sortir la justice poétique de sa première acception originelle, c'est-à-dire immanente ou intra, vers peut-être une jurisprudence
jurisprudence des savoirs situés. Là, je reprends les termes de Donna Haraway. Alors ça, c'est une hypothèse que j'ai inventée un petit peu comme ça hier soir. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça me paraissait intéressant et je trouvais qu'il n'en allait pas forcément voilà, d'une exploitation utilitariste lorsqu'on disait ça. Et j'avais envie peut-être de revaloriser ces notions d'hommage que souvent on a tendance à évacuer voilà, de l'analyse littéraire. Donc des jurisprudences, je disais, des savoirs situés et des écologismes populaires. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup.